Deuxième assemblée générale de la plateforme des régulateurs de l'audiovisuel des pays membres de l'UEMOA et de la Guinée. C'est la capitale économique du Bénin, Cotonou, qui a accueilli ce grand rendez-vous sous-régional. Médias et insécurité, entre droit d'informer et l'impératif sécuritaire. C'est le thème central autour duquel vont converger les idées au cours de cette rencontre. Je salue le choix de ce thème qui pose la question pertinente du rôle des médias dans le contexte sécuritaire délicat dans lequel notre espace communautaire est plongé depuis quelques années. Mon institution voudrait, par le thème médias et insécurité, entre droit d'informer et impératif sécuritaire, attirer notre attention afin que nous puissions conjuguer nos efforts et nos expériences pour amener les médias à mieux informer les populations et à jouer leur rôle d'éducation et de sensibilisation dans notre contexte de montée progressive du terrorisme et ses corollaires. Pour le secrétaire technique permanent de la plateforme, malgré les limites prévues par les tests qui instaurent les principes relatifs à la liberté d'expression et au droit d'information, l'on assiste de plus en plus à la propension des dérives générées aussi bien par les médias classiques que les médias numériques. Il faut citer entre autres la propagation des fake news, des infox, des menaces terroristes parfois sans aucune source fiable, les campagnes de désinformation, les discours de haine, les discours pédopornographiques, les actes de xénophobie, les attaques racistes, la reproduction de scènes de violence. Toutes ces dérives qui continuent d'influencer principalement la jeunesse sont malheureusement, je dis bien malheureusement, une source grandissante d'insécurité plus que susceptible de reproduction. Face à ces dérives et bien d'autres, pour des impératifs sécuritaires, l'État, à travers ses forces régaliennes, renforce chaque fois que de besoin son dispositif de sorte à garantir une meilleure sécurité aux populations. À l'issue de cette assemblée générale, le Bénin qui assure la vice-présidence de cette plateforme aura à prendre la présidence. Rémi Prosper Moretti prendra donc les rênes de la plateforme. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, je n'ai aucun doute connaissant son parcours, sa compétence et ses qualités humaines, que le président Moretti sera à la hauteur de la mission qui lui sera confiée. Je n'ai non plus aucun doute qu'il bénéficiera de votre soutien et votre accompagnement sous votre impulsion également de ceux des plus hautes autorités du Bénin. Le président de l'Assemblée nationale du Bénin, Louis Béounou Vlavonou, porte ici la voix du chef de l'État béninois, Patrice Talon. Pour l'autorité, les mutations notées dans le secteur des médias avec l'essor des technologies de l'information et de la communication ne doivent pas nuire à la sécurité dans nos États. Je voudrais faire le pari que les objectifs des présentes assises seront pleinement atteints, que ce sera un tournant décisif dans la vie de votre organisation et que les actes qui en seront issus recevront des recommandations et des stratégies expertes pour une réponse appropriée à la régulation des médias dans le contexte de crise sécuritaire dans lequel se trouve aujourd'hui notre espace communautaire. Cette rencontre de Cotonou est prévue pour durer 2 jours. Elle s'étendra sur la période du 27 au 28 juillet 2023. Nous avons commencé les exercices de cohésion. Ces exercices sont prévus pour faire les ajustements qu'il faut pour pouvoir faire un bon passage le 1er août. Et nous ne sommes qu'au début. On ne peut pas dire qu'on est déjà prêt. Il y a d'autres exercices qui sont prévus. Peut-être qu'on va faire un autre passage tout à l'heure. Il y a d'autres exercices qui sont prévus à partir du vendredi. Et c'est quand toutes les troupes et tous les équipements qui vont défiler vont être prêts que nous pourrons vous dire que véritablement nous sommes prêts pour faire le passage le 1er août.
Donc les préparatifs ont commencé déjà il y a plus d'un mois dans les unités et se poursuivent. Nous sommes presque à la fin de ces préparatifs et nous vous donnons rendez-vous le dimanche prochain pour vous dire si nous sommes totalement prêts pour le 1er août ou pas. Voilà. Et pour ce qui est de cette année, la particularité, c'est que depuis plus d'une dizaine d'années, on n'a plus fait le défilé aérien. Mais grâce aux efforts d'équipement de nos armées, nous avons eu un certain nombre d'aéronefs qui vont faire le défilé aérien. C'est ça la particularité de cette année. Et en plus de ça, en plus de ce défilé aérien qui va voir un certain nombre de vecteurs aériens déjà déployés dans le théâtre contre le terrorisme au nord, vous allez voir un certain nombre de ces appareils défiler. Il y a aussi des matériels acquis au profit des unités de l'armée de terre et de la garde nationale, des matériels tactiques de grande capacité opérationnelle et de grande efficacité et qui ont été acquis cette année et qui vont aussi passer. Je veux parler des véhicules blindés, des véhicules avant blindés. Je veux parler aussi des CSK. Ces véhicules tactiques ont le mérite de nous permettre de gagner l'ennemi sur le terrain au nord et de permettre à la population d'être mieux sécurisée dans nos contrées qui sont un peu sujettes à la menace terroriste. L'acquisition des vecteurs aériens aujourd'hui, lesquels décuplent l'efficacité sur le terrain, nous rend, nous pilotes béninois, assez fiers de notre pays et nous donne la joie pour pouvoir reprendre les opérations aériennes. Et ces opérations aériennes se font déjà par un certain nombre de pilotes béninois. Et d'autres aussi vont rentrer dans le théâtre dès que les formations liées aux appareils seront terminées. Donc j'ai une grande fierté d'être pilote béninois et surtout en ce moment de reprise forte des activités aériennes au profit des forces armées béninoises et au profit du peuple béninois. La loi numéro 2020-19 du 3 juillet 2020 porte statut spécial des personnels militaires des forces armées béninoises. Et à travers ces articles, la hiérarchie militaire se présente comme suit. Les personnels sont organisés en 3 corps. Le corps des officiers, le corps des sous-officiers, le corps des militaires du rang. Et chaque corps est subdivisé en catégories. Alors, comme nous partons désormais à la retraite à 60 ans, on a été obligé d'intercéder les grades qui existaient avec d'autres grades pour permettre aux gens de ne pas durer de trop sur les grades que nous avons. C'est ainsi que nous avons le grade de caporal-major qui vient après caporal-chef, sergent-major qui vient après sergent-chef, major qui existait avant, capitaine-major qui vient après capitaine avant d'être commandant, et le dernier grade c'est colonel-major, un grade intermédiaire entre général de brigade et colonel. Voici les innovations de la nouvelle loi portant statut des forces armées béninoises.
Les nouveaux maîtres du Niger, adoubés par la population. Des centaines de personnes ont manifesté jeudi à Niamey pour soutenir les militaires qui ont renversé le président Mohamed Bazoum. Pour les manifestants, la chute du président démocratiquement élu en 2021 marque la fin d'une période sombre et le début d'un retour à la démocratie. Au moins qu'on rétablisse la démocratie dans le vrai sens du mot. Parce qu'elle n'existait plus depuis 1998. Au Niger, personne n'a la possibilité de marcher même à deux. Et c'est ça que les gens vont nous appeler démocratie. Des élections truquées, les candidats qui ne répondaient pas aux conditions des dispositions, des lois et règlements de la République. Et c'est ça qu'on proclame chef d'État. Et on fait ce qu'on veut de nous? Non. Les manifestants scandaient des slogans hostiles à la CEDEAO, l'organisation régionale ouest-africaine et aux puissances occidentales, non sans brandir les drapeaux russes. Euphoriques, ils ont déjà donné carte blanche aux putschistes. On n'a pas d'état d'âme par rapport à la durée de leur transition ou quoi que ce soit. Il n'est jamais trop tard pour rectifier. L'essentiel, c'est que le Niger soit refondé. L'essentiel, c'est que le Niger soit rétabli dans sa souveraineté pleine et entière. L'essentiel, c'est que nous soyons des hommes libres. L'essentiel, c'est que les institutions surrégionales chapeautées par certaines puissances ne nous intéressent pas. Il faut que ça soit clair. Les Maliens ont pris leur destin en main, les Burkinabés l'ont fait, les Nigériens viennent de le faire. Dans un sursaut d'orgueil, le président déchu, toujours séquestré jeudi avec sa famille dans sa résidence officielle, a rejeté le coup d'État. Les militaires qui se sont emparés du pouvoir au Niger ont accusé la France d'avoir enfreint la décision de fermeture des frontières en faisant atterrir un avion militaire jeudi. Les hommes du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie ont, depuis la destitution du président Bazoum, suspendu toutes les institutions. Il a été constaté que le partenaire français a passé outre pour faire atterrir un avion militaire de type A400M à l'aéroport international de Niamey ce matin à 6h30. Le CNSP rappelle une fois pour toutes au respect strict des dispositions du communiqué numéro 3. Les militaires ont appelé la population au calme après des incidents lors d'une manifestation à Niamey organisée pour les soutenir. Pendant ces rassemblements, plusieurs ont appelé au départ de la force française au Niger. Les forces étrangères qui sont chez nous, les bases étrangères, les personnes qui doivent quitter chez nous, le Niger seul, notre armée est une armée de référence qui a fait la fierté du Niger à la première guerre du Golfe, qui a fait la fierté du Niger à la première rébellion, la deuxième rébellion. Et dans la sous-région, partout, nous sommes une fierté. Cette armée, elle est une fierté. Nous souhaitons qu'il y ait des liens de coopération avec le Mali et le Burkina, avec lesquels nous avons le même ennemi commun pour combattre le terrorisme qui sévit dans le Sahel. La France a quitté le Mali pour installer le gros de ses forces au Niger voisin. Le pays accueille désormais le cœur du dispositif militaire français sur la base aérienne projetée de Niamey. Le système hospitalier est en crise au Nigeria. L'association des médecins résidents, qui compte 15 000 membres, a annoncé mercredi se mettre en grève indéfiniment pour dénoncer de mauvaises conditions salariales et de travail. Ce mouvement d'humeur se poursuivait jeudi, affectant le fonctionnement de plusieurs hôpitaux publics à travers le pays. Nous n'en demandons pas trop. Le salaire minimum devrait être augmenté. Le salaire actuel est criminel. Il ne permet pas de vivre. Nous avons décidé de rester à la maison avec ce salaire. Ce salaire actuel ne suffit pas. Les médecins ne peuvent même pas prendre les transports. Ils doivent aller au travail à pied. Pour quelqu'un comme moi, je suis extrêmement surchargée de travail. Je travaille presque 48 heures et je ne peux même pas rentrer voir mes enfants et passer du temps avec mon mari. Le gouvernement m'emploie, mais il ne me paye pas mon salaire. Je n'ai même pas une relation sociale adéquate avec ma famille à cause d'un travail exigeant, mais aussi je n'ai même pas assez d'argent pour me nourrir.
Cette décision de faire grève est intervenue moins de 48 heures après que le président de l'Assemblée nationale a promis que le gouvernement prendrait en compte les recommandations des médecins. Mais pour l'association, l'arrêt de travail avait déjà été entériné. Nous n'avons plus d'autres options. Nous avons plaidé, nous avons fait du lobbying et nous avons tout essayé. Notre direction nationale dort pratiquement dans les rues d'Abuja, allant d'un bureau à un autre, du ministère des Finances au budget, pour essayer de résoudre ces problèmes. Ils sont frustrés. Ils ne peuvent pas obtenir d'audience pour que nos préoccupations soient prises en charge. L'association des médecins exige entre autres la mise en œuvre immédiate et le paiement de la nouvelle prime de risque et des arriérés contenus dans un protocole d'accord. Son ultimatum de 2 semaines au gouvernement a expiré le 19 juillet. Après le naufrage d'un bateau de migrants à Saint-Louis le 12 juillet dernier, et plus récemment celui d'une embarcation dans les environs de Dakar où 16 migrants sont morts en début de semaine, le Sénégal a présenté jeudi un plan de lutte contre les migrations clandestines. Le programme a été présenté par le ministre sénégalais de l'Intérieur, l'objectif, selon lui, étant de réduire considérablement le phénomène. Avec la participation active de tous les acteurs, le Sénégal vient ainsi de se doter, pour la première fois, d'une stratégie en matière de gestion de la migration. Le document de la stratégie nationale de lutte contre la migration irrégulière décline 5 axes qui vise à réduire drastiquement la migration irrégulière à l'horizon 2033. Plusieurs drames ont été recensés ces dernières semaines au Sénégal. Mardi, la police annonçait l'interpellation de 530 personnes, tous candidats à une traversée clandestine. 1. La prévention avec au cœur les questions d'emploi et de financement. 2. La gestion des frontières. 3. La répression qui vise surtout les trafiquants et autres convoyeurs. 4. Les mesures d'appui et de protection des migrants. Et enfin 5. Le retour et la réinsertion des migrants irréguliers. Le coût total du dispositif n'a pas été révélé par les autorités. Néanmoins, il devrait être financé par le budget national et des partenaires extérieurs. Les 9e Jeux de la francophonie, rendez-vous de quelques 3000 jeunes sportifs et artistes venus d'une trentaine de pays, s'ouvrent vendredi à Kinshasa. Alors que les conflits armés à l'Est font craindre des problèmes structurels, le gouvernement et le comité d'organisation ont multiplié les visites pour faire taire les détracteurs. L'honneur du pays dans l'air. N'y a-t-il pas lieu 36 délégations qui ont confirmé leur participation au 9e Jeu de la francophonie. Il y a le Luxembourg qui s'est désisté et le Québec également. Donc nous attendons une grande délégation qui arrive aujourd'hui et en tout et pour tout nous avons à peu près 2300. Avec les accompagnateurs nous arriverons à 2800 délégations à peu près. Au vu des tensions diplomatiques entre Kinshasa et Kigali, la présence vendredi de l'ancienne ministre rwandaise des Affaires étrangères, Louise Mushikiwabo, a fait débat. Lundi, le gouvernement l'avait annoncée présente, mais sa porte-parole a fait savoir le lendemain qu'elle ne viendrait pas. La secrétaire générale s'attendait à recevoir une invitation qui n'est pas venue et elle a jugé à propos de ne pas mettre de la lumière sur sa présence aux Jeux, à l'ouverture des Jeux de la francophonie. Et comme le disait si justement le ministre de la Communication, les Jeux de la francophonie sont là pour mettre en valeur la jeunesse francophone et c'est ce qu'elle souhaitait, qu'on parle de la jeunesse francophone et qu'on parle des succès de la République démocratique du Congo. Des dizaines de millions de dollars ont été dépensés pour réhabiliter et construire de nouvelles installations dans la capitale congolaise. Selon le porte-parole du gouvernement, l'événement permettra de redorer l'image de la RDC, souvent associée à la guerre. Coup dur pour l'opposition au Zimbabwe. À moins d'un mois des élections générales, un tribunal a annulé la candidature de 12 candidats de la coalition des citoyens pour le changement dans la deuxième ville du pays.
Traditionnellement, Bulawayo est considéré comme un bastion de l'opposition, un revers de taille pour le CCC de Nelson Chamisa en pleine course au vote après un début de campagne difficile. Le ZANU-PF pense que la politique est une affaire de violence. Les élections ne sont pas censées être une affaire de sang. Nous votons pour l'économie. Nous votons pour l'industrie. Nous votons pour l'emploi. Les élections au Zimbabwe ne doivent pas être des élections contestées comme cela s'est produit en 2018. Actuellement, nous avons des problèmes avec les listes électorales. Et nous leur avons dit que si tout était transparent, les Nations Unies devraient être autorisées à surveiller les élections. Le ZANU-PF, parti au pouvoir, a donc toutes ses chances de s'emparer des 12 circonscriptions de Bulawayo lors du scrutin du 23 août. S'il parvient à le faire, ce sera la première fois en 23 ans. Le développement des liens avec les pays africains est l'une des priorités invariables de la Fédération de Russie, a déclaré jeudi le président russe Vladimir Poutine à son homologue ougandais Yoweri Museveni. Ce dernier a invité la Russie à participer à l'exploration pétrolière en Afrique de l'Est. Nous avons du pétrole que nous voulons exporter sous forme de brut, mais aussi raffiné pour le marché de l'Afrique de l'Est. Mais les entreprises russes peuvent également participer à la prospection de l'or noir dans notre région. Lors d'une autre réunion bilatérale, le président zimbabwéen Emmerson Mnangagwa a exprimé son soutien à la Russie dans son opération spéciale en Ukraine, un positionnement affirmé alors que de nombreux pays africains optent pour la neutralité. Permettez-moi de déclarer personnellement que le Zimbabwe est solidaire de la Fédération de Russie dans l'opération militaire spéciale menée par votre pays en Ukraine. En tant que président en exercice du système de certification du processus de Kimberley, le CPK, le Zimbabwe condamne sans réserve l'interdiction injustifiée et vindicative de la vente de diamants russes sur le marché mondial. Les 54 nations africaines constituent le plus grand bloc de vote aux Nations Unies et ont été plus divisées que toute autre région sur les résolutions de l'Assemblée générale critiquant les actions de la Russie en Ukraine. Kylian Mbappé recale Al Hilal alors que le club saoudien a fait une offre de 300 millions d'euros au Paris Saint-Germain pour s'attacher ses services. Mercredi, il a refusé de rencontrer une délégation saoudienne venue à Paris pour tenter de le convaincre de rejoindre la Saudi Pro League, avec à la clé un contrat d'une année pouvant atteindre la bagatelle de 700 millions d'euros. Mais à 24 ans, Mbappé n'envisagerait pas un départ vers le Moyen-Orient, qui plus est, à l'approche de l'Euro 2024. Une déconvenue pour le PSG qui avait accepté l'offre du club de Riyad. Le natif de Bondy veut aller jusqu'au terme de son contrat avant de rallier libre sans nul doute le Real Madrid l'année prochaine. Une perspective qui irrite les dirigeants parisiens qui ont mis leur vedette sur le marché des transferts, mais pas que. Le capitaine de l'équipe de France a aussi été privé de la tournée de pré-saison du PSG au Japon.